Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Anifag, l'animateur qui va vous accompagner durant cette nouvelle édition de votre émission presque semi-quotidienne directe, votre fin sur le grand débat, notamment qui touche la scène nationale. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, on va jeter plus de lumière sur deux sujets, deux sommets très importants qui ont attiré ou même qui attirent de plus en plus l'attention du monde entier. Il s'agit de G20 qui s'est tenu à Rome, mais aussi de la COP de Glasgow, ce sommet ou cette conférence sur le changement climatique et dans laquelle, bien sûr, on va voir la participation très effective de notre président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Donc très rapidement parce qu'aujourd'hui c'est une édition pleine de beaucoup de nouvelles, beaucoup de points très important dont on va discuter notamment dans la deuxième partie de cette édition avec notre invité de marque, une nouvelle figure sur Net International, c'est Nagwa Tariq. C'est une analyste politique et économique, mais aussi c'est une spécialiste dans le droit. Donc on va essayer de savoir ses idées en ce qui concerne ces deux conférences, mais tout de suite nous allons bien sûr commencer par cette activité présidentielle en ce qui concerne le changement climatique. Justement, le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé aujourd'hui à l'aéroport de Glasgow, plutôt en Écosse, pour participer à la 26e session du sommet des Nations Unies pour les chefs d'État et des gouvernements sur le changement climatique, la COP 26. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, la participation de chefs de l'État à ce sommet intervient à la suite de l'invitation du Premier ministre britannique Boris Johnson à la lumière du rôle important joué par l'Égypte, soit sur la scène régionale ou internationale, dans le cadre des négociations sur le changement climatique. Au cours de ce sommet, le président Sisi doit discuter des moyens de renforcer les efforts qui doivent être déployés dans le dossier de changement climatique, ainsi que des moyens de pousser les pays industriels à remplir leurs engagements fait dans l'accord de Paris. Le président Sisi devrait également évoquer l'espoir de l'Égypte à accueillir la prochaine session du sommet sur le changement climatique. Et Sisi aura également des entretiens avec le Premier ministre britannique pour examiner les aspects des relations bilatérales, la poursuite de la coopération et de la coordination entre le Caire et Londres. Il est prévu que le président Sisi tiendra également des entretiens avec les chefs d'État et de gouvernement participants au sommet pour examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale et échanger les vues sur les divers dossiers régionaux et internationaux. Donc, dans les prochaines heures, bien sûr, nous attendons, même à partir de demain, nous attendons toujours le discours et les messages qui vont être lancés par le président au sein de ce sommet ou cette conférence de Glasgow. Mais justement, en réaction, on trouve que il y avait une réaction très importante de la part de la ministre de l'Environnement envers, bien sûr, cette conférence. Et c'est ce qu'on va savoir ensemble actuellement. L'État égyptien est prêt à, bien sûr, à réagir sur les projets mis en œuvre par l'État égyptien sont étroitement liés à l'adaptation au changement climatique. En fait, avec plus de précision, on trouve que tous les projets mis en œuvre par l'État, comme les routes, l'énergie nouvelle et renouvelable, les déchets solides et le drainage sanitaire, sont des projets nationaux étroitement liés à l'adaptation au changement climatique. C'est ce qu'a déclaré dimanche la ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad. Madame Yasmine Fouad a également jugé important le rôle joué par l'Égypte dans l'action internationale dans les questions concernant le climat depuis le sommet de Paris tenu en 2015 et qui recommande l'adaptation au changement climatique, la diminution des émissions et la baisse de la température de la Terre. Elle a jugé nécessaire que les pays assument leurs responsabilités sur l'Union ainsi que sans la responsabilité collective, le citoyen affronterait des problèmes dans les différents domaines de développement. Donc, arrivons actuellement à une station très importante. Il s'agit d'une station hebdomadaire qui va nous montrer les activités présidentielles déployées durant les derniers jours. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit le premier ministre de l'Albanie, Edi Rama, au palais de l'Ittihadiyya.
Le président Sisi suit les projets du ministère de l'Agriculture en coordination avec l'Agence nationale des services. Le président Abdel Fattah el-Sisi affirme dans son discours à l'occasion de l'ouverture de la 4e session de la Semaine de l'eau du Caire que l'Égypte aspire à parvenir dès que possible à un accord contraignant sur le barrage de la Renaissance, conformément à la déclaration présidentielle publiée par le Conseil de sécurité en septembre 2021. Le président el-Sisi reçoit le commissaire de l'Union européenne au voisinage Oliver Valley en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri et l'ambassadeur de l'Union européenne au Caire Christian Berger. Le président el-Sisi assiste à la cérémonie de remise des diplômes de nouvelles promotions de collèges et instituts militaires à l'Académie militaire. Le président el-Sisi décide d'annuler la prolongation de l'état d'urgence dans tout le pays qui a duré de nombreuses années. Le président el-Sisi examine un nombre de projets de l'autorité de l'ingénierie militaire au niveau de la République. Le président el-Sisi reçoit le président de la République de Roumanie, Klaus Iohannis, au palais de l'Ittihadiyya, où s'est tenue une cérémonie de réception officielle au cours de laquelle les hymnes nationaux ont été joués et la garde d'honneur a été inspectée. Le président el-Sisi nomme le général Oussama Ahmad Roujdi Abdallah Askar, chef d'état-major des forces armées. Le président el-Sisi nomme le général de corps d'armée Mohamed Farid Higazi comme conseiller du président de la République pour l'initiative Une vie décente. Le président el-Sisi se réunit avec un groupe de diplômés du programme présidentiel pour la qualification des jeunes. Le président el-Sisi enjoint que la célébration de l'allée des Béliers soit une continuation des activités internationales égyptiennes visant à promouvoir l'ancienne civilisation de l'Égypte. Elle doit avoir lieu d'une manière qui reflète la richesse du gouvernorat de Luxor en tant que destination touristique mondiale. Cela s'est produit lors de l'entretien de son Excellence avec le ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled El-Anani. En fait, aujourd'hui également sur le plan intérieur, mais aussi sur le plan international, on trouve que les activités de la célébration de la journée mondiale des villes commencent notamment aussi en Égypte, à Luxor. Et ça, sous le parrainage du président Abdel Fattah el-Sisi, en présence du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et un nombre de ministres et de gouverneurs. Lors de la célébration, le Premier ministre a déclaré que l'Égypte a accordé une grande attention au dossier du développement durable dans le domaine de l'urbanisme. Ceci dans le cadre de la stratégie nationale égyptienne du développement durable et qui va de pair avec les buts des Nations Unies pour le développement durable 2030, selon toujours Dr Madbouli. Selon le Premier ministre et le gouvernement, met le point sur l'importance du travail en partenariat dans le cadre de l'accord des Nations Unies sur le changement, sur les changements climatiques. Arrivons donc, chers téléspectateurs, à notre sujet principal aujourd'hui. Il s'agit de G20 qui réaffirme l'objectif de l'accord de Paris, à savoir maintenir l'augmentation moyenne des températures bien au-dessous de 2 degrés et poursuivre les efforts pour la limiter à 1,5 degré au-dessous des niveaux pré-industriels. En fait, ce sont parmi les déclarations, les résultats qui ont été révélés pendant les discussions qui ont eu lieu à Glasgow, au Royaume-Uni, pendant hier et aujourd'hui. Justement, un tout petit reportage. On va bien sûr vous présenter un autre reportage qui concerne les grands sujets qui ont été discutés au sein de cette conférence, de ce rassemblement mondial. Le G20 réaffirme l'objectif de l'accord de Paris, à savoir maintenir l'augmentation moyenne des températures bien en dessous de 2 degrés et poursuivre les efforts pour la limiter à 1,5 degré au-dessus des niveaux pré-industriels.
Mais il va un peu plus loin en ajoutant conserver l'objectif de 1,5 degré à portée nécessitera des actions et des engagements significatifs et efficaces de tous les pays. L'enjeu principal est de savoir quels moyens concrets les pays engagent pour respecter cet objectif, ce qu'ils sont souvent réticents à indiquer, déplorent les ONG. Car selon la dernière évaluation de l'ONU qui prend en compte les nouveaux engagements d'une majorité des pays signataires, le monde se dirige toujours vers un réchauffement catastrophique de plus 2,7 degrés, ou au mieux plus 2,2 degrés si on prend en compte les promesses souvent vagues de neutralité carbone pour le milieu du siècle. Le milieu du siècle est précisément la formulation retenue par le G20 dans le document final. L'accord de Paris évoque l'objectif d'équilibre entre émissions et absorption des gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle. Sous la pression de l'ONU, de plus en plus de pays s'engagent pour cette neutralité carbone, la plupart pour 2050, quelques-uns pour 2060 ou 2045. La Chine et la Russie, par exemple, se sont fixés 2060, l'Australie et la France 2050. En excluant les simples promesses, 49 pays représentant 57% des émissions mondiales, dont l'ensemble des membres de l'Union européenne et des États-Unis, ont pris cet engagement de façon formelle. Donc, à rappeler que le 16e sommet de G20 à Rome était centré sur la pandémie, le changement climatique et la reprise économique. Les principaux dirigeants des plus grandes économies mondiales se réunissent donc samedi et dimanche à Rome pour un nouveau sommet de G20 et ça à quelques heures seulement de la COP 26 de Glasgow. Ils discutent lutte contre le Covid-19, relance économique mondiale et surtout le réchauffement climatique. Donc un tout petit reportage de Delia Karam. Après ça, c'est notre rencontre avec Nagwa Tariq, une analyste politique et économique. Les dirigeants des 20 pays les plus riches du monde se réunissent pour un sommet de 2 jours organisé par la présidence italienne du G20 à Rome les 30 et 31 octobre 2021. Ils discutent lutte contre le Covid-19, relance économique mondiale et surtout réchauffement climatique. Au cours de cette session, les dirigeants abordent des questions telles que l'accès équitable aux vaccins, les prix de l'énergie, la fiscalité internationale et les mesures d'allègement de la dette pour les pays en développement. En outre, ils examinent comment renforcer la préparation mondiale aux futures pandémies. L'une des principales priorités est de savoir comment réduire les inégalités engendrées par la pandémie de Covid-19 et comment accélérer la reprise économique mondiale tout en déployant des efforts concrets pour lutter contre le changement climatique. Samedi, la première journée du sommet est marquée par la première session intitulée l'économie mondiale et la santé globale, alors que la seconde et la troisième session se concentrent respectivement sur le changement climatique et l'environnement et le développement durable. La journée de dimanche est consacrée au changement climatique et au développement durable à la veille de l'ouverture de la COP 26, la grande conférence sur le climat qui se tiendra à Glasgow en Écosse pour 2 semaines. Cette session est axée sur la nécessité de renforcer les engagements en vue d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris et d'inverser la perte de biodiversité à l'échelle mondiale. Les dirigeants du G20 examinent comment accélérer les progrès en vue de la réalisation des objectifs de développement durable à la suite du recul causé par la pandémie de Covid-19. Ils examinent également comment éviter que les pays en développement ne soient plus à la traîne, notamment en faisant progresser les travaux sur des initiatives telles que le pacte du G20 avec l'Afrique. مصر فيها 100 مليون. مصر كمان مساحتها 1,000,000 كيلومتر مربع. بس في حجم ضخم جدا من الأراضي احنا مش عايشين عليه. ما خدناش بالنا على مدى 60-70 سنة فاتوا إن الكلام ده هيبقى ليه تأثير كبير جدا خطير على حياتنا ومستقبلنا.
زيتونة عرايشية دهب طابة وشرم الشيخ لقالي سبحة عالمية. Donc, dans cette deuxième partie de cette édition, je dois vous rappeler que nous avons actuellement le plaisir d'avoir avec nous une jeune analyste politique et économique. Il s'agit de Nagwa Tariq. Vous êtes la bienvenue sur NALTV International. Merci, enchantée. Merci beaucoup. Et justement, nous devons passer à ce point. Le président Sisi mettra à Glasgow, selon le porte-parole présidentiel, la lumière sur les questions touchant le pays en développement et ceux du continent africain. Donc, comment, premièrement, vous avez remarqué, par exemple, l'impact négatif des changements climatiques sur les pays africains, les pays en développement en général, et d'après vous, quelles sont les prévisions à propos du discours ou l'allocution qui va être prononcée par le président pendant les activités de ce sommet de COP 26? Ça va. Premièrement, le problème de l'effet de serre et de réchauffement climatique est devenu un problème qui est devenu catastrophique à nos jours. Et on voit les effets maintenant, par exemple sur l'Afrique. Si on va prendre comme un exemple les pays africains de l'Ouest, par exemple, on peut prendre le Côte d'Ivoire, le Mali, tout ça. On peut voir la sécheresse. On peut voir l'augmentation du niveau des mers et des océans de 5 mm. On peut voir l'inondation et que le niveau de terre commence à diminuer un peu ou à s'effondre. Ouais. Ça, c'est en général. Et puis, concernant le climat, on peut voir que le climat, il y a la température s'élève. On savait bien que normalement en Afrique, la température est naturellement élevée, mais avec l'effet de serre et le réchauffement climatique, on peut voir que ça devient de plus en plus élevé. Ouais. Et ça peut affecter par exemple l'agriculture, ça peut affecter même avec l'augmentation du niveau de la mer et des océans, ça peut affecter les maisons, la pêche et ainsi de suite. Oui, avec l'inondation, parce que l'inondation va affecter effectivement les gens. Et ça pousse toujours à la pauvreté, ce qui pousse encore une fois les gens à l'immigration clandestine, par exemple. C'est ça, oui. Et du coup, en Égypte, on voit que on est maintenant, par exemple, à la fin du mois d'octobre, on sentait que c'est déjà mois d'août ou de juillet. Donc, avec le temps, ça augmentera. Et du coup, il faut qu'on prenne des précautions et des mesures pour pas de diminuer, mais de conserver ce niveau-là ou ce degré-là de température. Parce que si ça augmentera plus que ça sera catastrophe pour nous. On parle justement, par exemple, d'après les résultats des G20, par exemple, il y avait des réaffirmations en ce qui concerne l'objectif de l'accord de Paris, à savoir maintenir l'augmentation moyenne des températures bien au-dessous de 2 degrés et poursuivre les efforts pour la limiter à 1,5 degré dessous des niveaux pré-industriels. Donc, plusieurs questions circulent actuellement en ce qui concerne. Est-ce que vraiment ça va être effectivement sur le terrain très concret ou ce sont seulement des déclarations? Moi, je sens que l'accord de Paris devait être mis en vigueur par le biais d'autres accords ou d'autres, qu'on peut dire, des liaisons entre les pays. Et parce que quand vous connaissez le problème, c'est pas l'Égypte, mais le problème c'est les pays développés qui est dans le G20, parce que le G20 ça contient les 20 pays les plus riches du monde et ça représente
80% de l'émission de gaz à effet de serre. Parce que, comme vous savez, il y a les États-Unis, l'Union européenne et même les États émergents comme la Russie, la Chine, qui effectivement utilisent la carbone dans les industries. Comme vous savez, il y a beaucoup de centrales électriques qui sont alimentées par le carbone. Et maintenant, il y a encore la méthane, qui est un gaz qui émet l'effet de serre. Ouais. Donc maintenant, aujourd'hui, ils ont pris une décision que le G20 ne va plus financer les projets qui vont utiliser les centrales électriques alimentées par le carbone. Et c'est une décision qui... ne vont pas financer. Ouais, ne vont pas financer d'ici à la fin de 2021. Ouais, ouais. Donc c'est une bonne décision. Ouais, Oui, effectivement. en réaction, on trouve que l'Égypte, à travers notre ministre de l'Environnement, a dit que l'Égypte a essayé de mettre une stratégie très importante pour faire face à ce changement climatique. Notamment, ces jours-ci, on essaye de se transformer vers l'économie verte, vers les énergies vertes. Et pas seulement l'énergie verte, mais l'énergie effectivement renouvelable, comme l'énergie solaire, l'énergie aérienne. C'est plus efficace et c'est plus environnemental plus que les énergies fossiles, comme le carbone, comme le méthane. Et on a déjà commencé à construire des générateurs d'électricité qui sont alimentés pas par l'énergie fossile, mais par contre par l'énergie solaire et l'énergie aérienne qui ne sont pas nuits à l'environnement. Ouais. Toujours d'après les médias, et sur les terrains, on trouve que, par exemple, les médias internationaux titrent à Rome un G20 dans l'ombre de la COP 26. Sur le terrain, il y a toujours des manifestations d'opposition aux résultats de G20. Et d'après ces manifestants, par exemple, la solution présentée par les leaders de G20 ne représente par exemple qu'un problème devant la conférence de la COP à Glasgow. Votre réponse à propos de cette opposition de la part de ces manifestants à Rome? Oui, parce qu'effectivement, au sein du COP 20, il y avait les pays émergents qui utilisent le carbone, là c'est la Russie et la Chine. Ils ont refusé de prendre des mesures efficaces ou d'ambiance pour améliorer, pour utiliser des gaz ou par exemple des ressources qui n'ont pas un effet de serre. Et par ça, on ne pourra pas atteindre un résultat ou un accord concernant, par exemple, quand on diminue le degré de température de 2% à 1,5%, comme c'est mentionné par rapport à l'accord de Paris. Ouais. C'est pour cela qu'il faut qu'on mette un article ou un loi qui est que tous les pays doivent l'appliquer. Quand on peut mettre en vigueur l'accord de Paris, parce que l'accord de Paris, ça ne sert à rien sans qu'on puisse mettre des mesures qui on peut dire, qu'on doit l'appliquer, parce que c'est vague et c'est pas déjà en vigueur. Ouais. En fait, Mario Draghi, le Premier ministre italien, a dit que ce sommet, selon lui, marque le retour du multilatéralisme après les années sombres d'isolationnisme et d'isolement à cause, bien sûr, des conflits entre les grandes puissances mondiales et à cause de la pandémie du coronavirus. Est-ce que vous êtes d'accord avec une telle déclaration ou non? Oui, je suis tellement d'accord, mais effectivement, est-ce que ça sera en vigueur? Est-ce que vraiment les pays vont être en collaboration pour... C'est ça la question. C'est ça le défi. Parce que chaque pays, elle voit où est son bien, où est, par exemple, le bien économique, où sont
où elle est son économie, le financement concernant tout ça. Donc, c'est un problème parce que, en premier lieu, ces pays-là, on peut dire les pays développés déjà, elle verra en premier lieu son bien. Où est son bien? Est-ce que c'est avec ces liens-là ou avec cette collaboration-là ou non? Et du coup, effectivement, ils ont pris une autre décision. Je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous êtes au courant ou pas. C'est concernant la fiscalité. Ils ont pris une décision de la matière fiscale. Et ça représente... Une fiscalité en ce qui concerne les multinationales, les compagnies multinationales. C'était l'un des points sur lesquels il y avait un accord entre les grandes économies mondiales. L'importance de ce point, d'après vous, L'importance, effectivement, c'est parce que ces multinationaux, ils vivaient dans le paradis fiscal. Et il faut qu'ils payent. Par exemple, les compagnies dont le profit est plus de 720 millions d'euros, ils doivent payer au minimum 15% comme impôt. Comme impôt minimal mondial sur les compagnies multinationales. Et ça, c'est pas seulement concernant les pays, pour les pays où ces compagnies-là ont leur siège social. Mais encore pour les compagnies qui exercent leur activité dans un pays, même il n'y en a pas de siège social. On va essayer de toujours continuer de poursuivre notre discussion avec vous, mais justement, nous devons vous présenter avec nos chers téléspectateurs notre reportage qui va jeter la lumière sur le dernier sommet tenu à Riyad au niveau de G20. Pandémie oblige, les dirigeants des 20 plus grandes économies de la planète ont participé de façon virtuelle à un sommet de 2 jours organisé par l'Arabie Saoudite les 21 et 22 novembre 2020. La pandémie de Covid-19 et ses effets inédits en termes de perte de vie humaine et de répercussions sur les moyens de subsistance et les économies constituent un choc sans précédent qui a mis en évidence les lacunes de notre état de préparation et de notre réponse et souligné les problèmes communs à tous nos pays, peut-on lire dans le communiqué final approuvé à l'unanimité selon la présidence saoudienne. Les dirigeants écrivent qu'ils continueront de déployer tous les efforts possibles pour protéger les vies humaines, apporter une aide en particulier aux plus vulnérables et remettre leurs économies sur la trajectoire de la croissance ainsi que de la protection et de la création d'emplois pour tous. Concernant les vaccins, les tests et les traitements en cours d'élaboration, les dirigeants du G20 affirment qu'ils ne ménageront aucun effort pour en assurer l'accès universel équitable à un coût abordable. Ils prennent acte du fait qu'une large vaccination est un bien public mondial. Le G20 se penchait en outre sur le problème particulier de l'endettement et lançait un appel aux créanciers privés invités à adhérer au moratoire qui a permis à 46 pays de bénéficier de reports de paiement à l'échéance 2022-2024 à hauteur de 5,7 milliards de dollars. Le G20 souligne l'importance des institutions multilatérales, invitant notamment le Fonds monétaire international à continuer d'étudier des outils supplémentaires susceptibles de répondre aux besoins de ses membres à mesure que la crise évolue en s'appuyant sur les enseignements pertinents tirés des précédentes crises. Le G20 insiste aussi sur l'urgence de lutter contre le changement climatique. Selon le communiqué final, prévenir la dégradation de l'environnement, conserver la biodiversité, l'utiliser de manière durable et la restaurer, préserver nos océans, promouvoir un air propre et une eau propre, apporter une réponse aux catastrophes naturelles et aux événements climatiques extrêmes et faire face au changement climatique sont autant de défis urgents à relever. Donc, encore une fois, on trouve que la Banque mondiale a dit que les changements climatiques pourraient affecter la reprise économique de l'Afrique. Et pendant le G20 de Rome, les leaders africains et européens se sont réunis pour discuter du soutien aux économies les plus pauvres. Donc, encore une fois,
sur les terrains, est-ce que vous trouvez que vraiment les Européens, les grandes puissances mondiales vont aider les Africains à avoir accès à des investissements, notamment dans ce domaine de transformation vers l'économie verte? Effectivement, on a déjà commencé, ou l'Europe, elle a déjà commencé de faire des projets en Afrique, à donner des aides financières. Parce que, comme vous savez, le réchauffement climatique aura des résultats qui sont tellement nuisibles. Et ces pays qui sont en développement, ils n'ont pas les matières ou n'ont pas les ressources pour lutter contre ces effets nuisibles. Ouais. Et puis avec ces aides financières, elle peut atteindre à une vie qui est humanitaire, comme on peut dire, pour les Africains. Ouais. Et surtout en Égypte, comme vous savez, il y a des effets nuisibles pour les effets de serre, avec la température, avec le problème du Nil, avec tout ça. Ça affecte l'environnement en Égypte. Ouais. C'est pour cela que des aides financières, ça sera tellement efficace pour diminuer un peu l'effet nuisible du réchauffement climatique, effectivement. Et ça, tout à fait très exigeant pour arriver à une sorte de relance à l'égard de l'économie mondiale. Ouais. Notamment dans cette crise d'énergie, en ce qui concerne le pétrole, en ce qui concerne les combustibles fossiles, ainsi de suite, et en ce qui concerne la pandémie du coronavirus. Ouais. Donc c'est très important de la part des grands pays économiques d'aider les autres économies afin de relancer une autre fois l'économie mondiale. Ouais, c'est ça. Ouais. Par rapport à la relance économique, il y a encore pour atteindre la relance économique, il faut qu'on soigne le problème du pandémie de coronavirus. Et effectivement, le Canada a déjà aujourd'hui, au sein du G20, elle a dit qu'elle va faire un don pour les pays en développement de, je pense, 40 millions de doses excédentaires. Et ça va aider beaucoup les pays africains, parce que les pays africains souffrent de l'inégalité dans la distribution des vaccins. C'est ça. Et puis peut-être les pays n'ont pas la capacité ou la capacité de prendre ces vaccins-là. Ouais. Donc ça va aider beaucoup les pays. Ça c'est un des plusieurs enjeux pour l'Afrique, pour être en développement ou pour atteindre la relance économique. Parce qu'elle ne peut pas atteindre cette relance-là, sauf qu'elle a de bonne santé, comme on peut dire. Oui, oui. J'aimerais bien passer à un point très important en ce qui concerne la santé, mais justement après un reportage qui va parler un peu plus d'un sommet, un reportage de Dalia Karam, qui va parler un peu plus d'un sommet sur le domaine sanitaire à Rome. Donc, on va tout d'abord parler, ou plutôt on va présenter ce reportage, après ça on va parler de ce point. Les dirigeants du G20 se sont réunis vendredi 21 mai 2021 à Rome à l'occasion du sommet mondial sur la santé organisé en partenariat avec l'Italie qui préside le G20 cette année et la Commission européenne pour échanger autour de la pandémie de Covid-19 qui sévit. Ils ont pris de nouveaux engagements pour que les populations qui en ont le plus besoin bénéficient de doses de vaccins contre la Covid-19.
Le sommet était l'occasion pour les dirigeants du G20, les responsables d'organisations internationales et régionales et représentants d'organismes de santé mondiaux de partager les enseignements tirés de la pandémie de Covid-19 et d'élaborer et approuver une déclaration de Rome énonçant une série de principes. La déclaration de Rome réaffirme le soutien multilatéral continu à la préparation, la prévention, la détection et la réponse à la pandémie ainsi qu'un financement adéquat et pérenne des efforts de collaboration mondiaux, notamment le dispositif pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre la Covid-19, accélérateur ACT. Les principaux laboratoires pharmaceutiques se sont engagés à produire davantage de vaccins contre la Covid-19 à des prix non lucratifs, tandis que plusieurs pays du G20 ont promis un financement supplémentaire à l'accélérateur ACT et à son volet vaccin COVAX. L'ACT est le seul mécanisme mondial capable de fournir des tests, des traitements et des vaccins aux pays qui en ont besoin. Des pays du G20 se sont en outre engagés à partager plus de doses de vaccins avec les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Ainsi, les principes énoncés dans la déclaration de Rome peuvent orienter efficacement la poursuite de la coopération multilatérale et l'action commune en vue de prévenir de futures crises sanitaires mondiales, ainsi qu'un engagement commun en faveur d'un monde plus sain, plus sûr, plus équitable et plus durable. Toutefois, les engagements pris le 21 mai ne représentent qu'une infime partie du chemin à parcourir, surtout en termes de partage de doses et d'engagement de la part de laboratoires pharmaceutiques. La pandémie a fait plus de 3,4 millions de victimes dans le monde de dangereux variants du coronavirus, dont certains se propagent plus facilement et entraînent des affections plus graves, transcendent les frontières et peuvent rendre les vaccins contre la Covid-19 moins efficaces. C'est la raison pour laquelle l'équité vaccinale est la priorité des dirigeants mondiaux pour mettre fin à la pandémie pour tous, partout. La pandémie et la relance économique, c'était parmi les points essentiels qui ont été discutés pendant le G20. Mais justement, l'un de ces points très sérieux, c'était cette demande de la part du président russe Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des vaccins. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont homologué les vaccins russes et le vaccin chinois. Seulement, ça a été par l'Organisation internationale de santé, Ouais. Mais pas par les États-Unis, pas par l'Union européenne. Effectivement, ils sollicitent bien que ces États-là homologuent leurs vaccins. Ouais. Et Ça représente toujours un problème pour les citoyens, ouais, c'est ça. notamment dans leur voyage et pour les commerçants, les hommes d'affaires, ainsi de suite. Oui, parce que pas tous les citoyens ont la capacité à un accès de vaccins. Et puis, au cas où ces États-là ne vont pas homologuer ces vaccins, il y aura un problème pour les citoyens d'obtenir... Et va affecter, par conséquent, ça va affecter leur santé. Ouais. Parce que puisqu'il n'y en a pas de vaccin, ou parce que le vaccin, c'est moins dans ce pays-là. Donc ça va affecter, on peut dire, le prix de ce vaccin-là, parce que vous savez, quand quelque chose diminue, sa valeur augmente. Ouais. Et peut-être les citoyens, par exemple, dans un pays en développement, ne pourront pas payer le coût de ces vaccins-là. Et ça va affecter, par conséquent, la relance économique mondiale. Oui, ça a un effet direct avec la relance économique. Parce que puisqu'il y a, par exemple, un État qui a, par exemple, une pandémie, Ouais. il n'y aura pas le tourisme, il n'y aura pas un échange commercial, il n'y en a pas un échange d'investissement. Par exemple, l'Égypte, elle a pris dans 2021, elle a pris beaucoup de mesures pour lutter contre la pandémie, le Covid-19. Et effectivement, elle a atteint ce niveau de sécurité. Et on peut voir ça par le taux d'investissement qui est en Égypte maintenant, parce que c'est devenu tellement élevé par rapport aux années précédentes. Et effectivement, avec l'élaboration,
bien sûr, avec l'élaboration de loi de l'investissement numéro 72 pour l'année 17, ça a aidé beaucoup l'investissement en Égypte. Mais à part cela, les mesures prises pour lutter contre la pandémie, ça a beaucoup, même c'est essentiel et c'est principal pour la reprise économique en Égypte. Ouais. Parce en tant qu'Égypte, on a besoin on peut dire, des capitaux étrangers. Donc, Je sais également que vous êtes spécialisé dans ce domaine d'investissement en Égypte. Ouais, c'est ça. Donc, vous avez des remarques à faire à propos de comment, par exemple, les étrangers et les grandes compagnies multinationales ou étrangères même observent bien cette performance de l'économie égyptienne, notamment dans le temps de la crise de l'énergie, dans le temps de la crise du coronavirus, dans le temps de la crise de la sécurité alimentaire dont souffre le monde. Oui. Effectivement, en Égypte, il y a beaucoup des étrangers qui ont et moi j'étais en train d'élaborer ou de faire des campagnes, en Égypte. C'était, on peut dire, 80% étaient des étrangers et 20% c'était des Égyptiens. Ça mène à une question très importante. Pourquoi toujours on trouve cette grande confiance de la part des pays étrangers, des étrangers à l'égard de la performance et à l'égard de la prévision en ce qui concerne de la croissance économique de l'Égypte, plus que même les Égyptiens? Parce que, comme vous savez, à l'extérieur, en 2020, il y avait, 2020, oui, c'était la crise de pandémie de Covid-19. Il y a toutes les économies mondiales, c'était tellement gâté, c'était tellement catastrophique. Fermé, Et il y avait... Tombé. Ouais, effectivement. Et il y a beaucoup des étrangers qui sont effectivement faire la liquidation de leur compagnie là-bas d'ailleurs. Ils sont venus ici pour établir des compagnies. Pour l'inauguration de leur compagnie. J'ai entendu même, si je puis dire, un certificat de la part de l'ambassadeur du Qatar ici en Égypte en ce qui concerne les investissements dans la terre des pharaons. Il a dit que l'Égypte représente une terre très fertile pour les opportunités d'investissement, d'après lui. Oui, c'est vrai. Pas seulement dans le sujet d'agriculture comme c'est ancien, mais aussi dans l'investissement en général, comme par exemple la commerce, il y a l'industrie, il y a par exemple des services, des gens qui offrent des services, il y a des étrangers qui viennent ici pour exercer comme une profession de rendre service, pas seulement de vendre quelque chose, pas seulement de cultiver. Et ça a été propagé en 2020 et 2021. Vous avez touché ça sur le terrain. Oui, c'est vrai. Ouais. L'un des problèmes qui affectent négativement le changement climatique, c'est toujours des barrages qui sont érigés sur des fleuves internationaux sans études, sans une grande transparence en ce qui concerne les résultats et l'impact de ces projets, de ces tels énormes, colossaux projets érigés par les pays, notamment dans le continent africain par exemple. Donc, comment vous avez vu les mises en alerte lancées par l'Égypte en ce qui concerne ce point mais comment ça même affecte le changement climatique? Effectivement, le président Abdel Fattah el-Sisi a pris beaucoup de mesures, beaucoup de négociations avec nos frères qui sont en Éthiopie concernant le barrage de Nahda qui a été construit et qui effectivement va affecter le Nil, va affecter le taux de débit. Oui, le taux de l'eau. Oui, le débit de l'eau. Oui. Dans le Nil. Et puis, avec cette négociation qui a été pris en vigueur, ça a été bien en place et ils ont bien mis en considération que ce barrage-là n'affectera pas l'Égypte.
et Soudan, bien sûr, mais l'Égypte au premier cas, parce que... L'Égypte toujours essaye d'alerter le monde entier que nous sommes, ici en Égypte, nous sommes toujours menacés, que ce soit par l'inondation ou la sécheresse, et ça va affecter, bien sûr, les domaines socio-économiques, la sécurité régionale et ainsi de suite. Donc, dans même les préparations pour le sommet de COP26, il y avait une intervention très importante de la part du président égyptien Fattah al-Sisi à propos de ce point. Faites attention à de tels projets qui vont affecter la vie des presque 150 citoyens au Soudan et en Égypte. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Il y aura une prévision, par exemple, en ce qui concerne cette nouvelle intervention de la part du président Abdel Fattah al-Sisi, en ce qui concerne ce point, en ce qui concerne comment les barrages affectent négativement les changements climatiques. Effectivement, avec cette intervention du monsieur le président, ils ont cessé, ou ils ont stoppé, on peut dire, ils ont cessé de faire, pas la formation, mais de fonctionner le barrage, à de retenir de l'eau, un pourcentage, je ne sais pas quoi, à quelle année ça devrait être tel pourcentage. Avec ces négociations-là, et ils ont cessé de faire ou de fonctionner le barrage, ça a affecté mais positivement l'investissement en Égypte, parce que comme ça, il n'y a pas un alerte ou il n'y a pas alerte sur la sécheresse. Parce que tous les gens, ils ont dit à cause de ce barrage-là, il y aura de la sécheresse au Soudan et en Égypte. Ouais. Parce que, mais avec... Et même des inondations. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc avant de clôturer, parce que nous sommes toujours dans une course contre la montre, le président Abdel Fattah al-Sisi devrait également jeter la lumière sur l'aspiration de l'Égypte à accueillir le prochain sommet sur le climat en 2022. Cette proposition de la part de l'Égypte reflète quoi? Reflète que nous sommes vraiment un pays fort, un pays qui dispose d'une infrastructure sophistiquée. Effectivement, oui, parce qu'on est au centre du monde. On représente effectivement les pays arabes, les pays d'Afrique du Nord et de Moyen-Orient. Nous, dans les 2 ans précédents, oui, non, les dernières 2 ans. Oui, il y avait des négociations et des tentatives de la part du président Abdel Fattah al-Sisi de prendre l'initiative et d'avoir l'Égypte a un voix maintenant, de dire par exemple qu'elle est contre quelque chose, qu'elle est pour quelque chose, de donner son avis et d'affecter et de donner on peut dire Si je peux dire, l'Égypte essaie toujours de transformer les problèmes, les conflits en tant qu'une opportunité de coopération, parce que la coopération coûte moins cher que l'affrontement, que la confrontation avec les autres. Ouais, c'est ça, effectivement. Comme c'est ce qui s'est passé à Éthiopie, il a pris la parole, le dialogue qui est tellement en paix, et qu'il cesse le fonctionnement du barrage. Et ça avec tous les pays avec lesquels l'Égypte, par exemple, a des contradictoires. Elle essaye de faire le dialogue de paix avec eux pour accomplir ou atteindre on peut dire un accord qui est efficace pour les 2 parties, sans parvenir à des guerres ou des choses comme ça. Oui. Nagwa Tariq, notre jeune analyste politique et économique, merci beaucoup pour l'éclaircissement de votre part. Merci à vous. Merci beaucoup. Et donc, merci également à vous, chers téléspectateurs, pour toujours votre fidélité. Et avant de vous quitter, rendez-vous demain avec une nouvelle édition de Direct. Bien sûr, nous allons jeter plus de lumière sur les messages lancés par le président égyptien Fattah al-Sisi pendant
la COP 26 qui se tient actuellement à Glasgow. Au revoir et à la prochaine.